Le tout dernier topo dans le cadre du syndrome occlusif va parler des occlusions fonctionnelles. Donc qu'est-ce qu'une occlusion fonctionnelle? Une occlusion fonctionnelle va être secondaire à une altération de la mobilité intestinale sans obstacle, donc sans obstruction, sans strangulation. Cela va se voir dans deux contextes. Donc il va y avoir une occlusion fonctionnelle réflexe quand on est dans un contexte particulier de traumatisme, de douleur, de pancréatite, dans un contexte post-opératoire, donc de prise d'anesthésiant, de certains médicaments ou d'ischémie. On peut avoir une occlusion fonctionnelle d'origine inflammatoire. Cela veut dire qu'il y a un organe intra-abdominal qui est le siège d'une inflammation et qui va entraîner une inflammation locale de l'intestin grêle ou du côlon qui va réagir sous forme d'occlusion parce qu'il va être un petit peu paralysé. Ceci peut se voir dans le cadre d'une appendicite, d'une diverticulite, d'une péritonite ou autre. Par quoi est caractérisée l'occlusion intestinale fonctionnelle? Elle est caractérisée par une distension aérique diffuse et surtout par une alternance de segments plats et de segments dilatés. Nous allons voir ça ici. Nous avons des segments plats, mais nous avons aussi des segments dilatés, mais nous avons aussi des segments qui sont tout plats. Lorsqu'on suit l'intestin grêle ou tout le tube digestif et qu'on retrouve une alternance entre des zones plates et des zones dilatées, on peut dire qu'il s'agit d'une occlusion fonctionnelle et non organique. Il va falloir essayer de trouver pourquoi est-ce qu'il y a cette occlusion. On va maintenant faire un petit aparté avec le syndrome d'Ogilvie ou la connectasie primitive aiguë, qui est une occlusion fonctionnelle, sans obstacle, réversible, et qui va atteindre surtout le côlon, et surtout le côlon droit et le cécum. Elle va survenir dans un contexte particulier, souvent post-opératoire, ou dans des contextes de comorbidité, les patients âgés qui sont sous traitement neuroleptique, les grands brûlés, les traumatisés. Ce qui est très important dans le cadre du syndrome d'Ogilvie, c'est la fameuse mesure du côlon et notamment du côlon droit qui ne doit pas dépasser les 10 cm. On va voir pourquoi. Nous allons voir un cas de syndrome d'Ogilvie. Vous voyez ici le côlon transverse qui est très dilaté, que je suis. Le côlon gauche est également dilaté. Je retourne sur mon côlon transverse. Je vais arriver, je remonte dans l'autre sens. Voilà, j'arrive à l'angle colique droit qui est extrêmement dilaté, très inflammatoire. Et là, j'arrive au niveau du cécum qui est extrêmement distendu, très très distendu, avec une anse grêle qui est plate. Dans ce cas, si je regarde le côlon gauche qui est également dilaté, je peux dire qu'il existe une distension complète du côlon avec un cécum qui est extrêmement dilaté, de taille supérieure à 10 cm. Je peux parler d'une connectasie primitive et surtout, il faut que j'appelle les cliniciens en urgence car il y a risque de perforation diastatique. L'ASP va garder sa place dans le suivi des connectasies primitives. À partir du moment où on a un syndrome d'Ogilvie, il y a risque de perforation diastatique, sécale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a obstacle fonctionnel, le côlon va se dilater, sauf que le cécum va être l'endroit qui est le plus fragile et qui va le plus se dilater. S'il dépasse 10 cm, il a un risque de perforation. S'il se perfore, il y aura péritonite stercorale. Donc, devant un côlon dilaté dans un syndrome d'Ogilvie, il va falloir traiter rapidement par coloexsufflation endoscopique ou mise en place de sondes afin d'éviter cette perforation diastatique sécale. Voilà, c'est donc fini pour les occlusions fonctionnelles et pour tout le chapitre des occlusions.